Les 10 et 11 mars 1953, ce sont près de 350 porteurs qui quittent Katmandou pour accompagner Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay dans leur conquête du toit du monde. Well, I cut round the back of one ridge and round the back of another ridge, and the summit never seemed to be coming any closer. But finally, I cut round the back of another one and saw that the ridge ahead dropped steeply away. So I looked up, and there was a little rounded cone above us, and I knew it was the summit. Il leur a fallu plus de 2 semaines pour seulement atteindre le pied de la montagne. Aujourd'hui, cette région qui était encore extrêmement sauvage il y a quelques années est devenue l'une des plus touristiques du Népal. Le trek de l'Everest Base Camp est beaucoup plus accessible qu'avant. On trouve des lodges tout le long du trek qui mène jusqu'au Base Camp. Le trek il est aussi facilité par des porteurs, des mules et des yaks, donc qui permettent de porter toutes les affaires, mais aussi des matériaux pour les base camps ou pour la construction de bâtiments ou même de la nourriture. On trouve aussi des chevaux qui permettent aux touristes de ne pas marcher et même des hélicoptères. D'ailleurs, beaucoup d'hélicoptères, ça nous a beaucoup surpris. Pour arriver à Pangboche, on a pris une Jeep depuis Katmandou. On a roulé pendant une dizaine d'heures sur des routes, des chemins qui bougeaient pas mal. Et on est arrivé à Paflou, un petit village en bas de la vallée. Et de là, on a marché pendant une semaine avec toutes nos affaires sur le dos. On était plutôt contents d'arriver parce que les sacs étaient plutôt lourds. Quand on est arrivé à Pangboche, on a été accueillis très chaleureusement par Douma et Yangji. C'est la fille et la femme de Nourou. Nourou, c'est notre principal contact à Pangboche. Et ce sont tous des Sherpas. Au Népal, il existe une soixantaine d'ethnies différentes. La plus connue étant l'ethnie Sherpa, Charpa, le peuple qui vient de l'Est. Il y a environ 500 ans, les Sherpas ont quitté l'Est du Tibet pour venir s'installer dans les hautes vallées himalayennes, et notamment dans le Khumbu, où ils vivent de l'agriculture, de l'élevage et du commerce avec le Tibet, jusqu'à son annexion par la Chine. Aujourd'hui, avec l'explosion du tourisme de montagne et de haute montagne, de nombreux Sherpas sont guides de montagne ou porteurs d'altitude. Ce sont les porteurs et leur endurance hors norme qui font la réputation mondiale de ce peuple d'à peine quelques dizaines ou centaines de milliers d'individus, même si dorénavant une grande partie des porteurs sont des rails. Les porteurs peuvent transporter jusqu'à 100 kg à la seule force du coup, c'est vraiment impressionnant à voir. Et on a l'air un peu minables nous avec nos pauvres 20 kg sur le dos à côté de ça. Et j'ai pu tester de transporter des charges comme ça et c'est vrai que c'est pas facile quand même. Après avoir passé 2 mois dans le Khumbu, nous avons pu comprendre davantage le rythme de vie des Sherpas et leur mode de vie. Leur mode de vie est en fait calé sur le rythme des saisons. Donc on a d'abord l'été, la mousson, donc de juin à septembre, où là les habitants vont davantage s'occuper de leurs champs de pommes de terre, mais aussi leur potager. Et ensuite vient les deux saisons touristiques, donc de mars à juin et de septembre à novembre, où là ils vont pouvoir accueillir les touristes. Et enfin la saison de l'hiver, où là il fait trop froid.
Donc soit les gens redescendent à Katmandou, soit ils passent l'hiver, là un peu en isolement dans leur petite cahute. Alors justement, en parlant de l'hiver, c'est assez rude et même pendant les 2 saisons touristiques, il fait froid, c'est assez compliqué de chauffer, sachant qu'il n'y a pas d'isolation. C'est-à-dire que la nuit, dans les chambres, ça peut aller jusqu'à -5, donc autant vous dire que ça caille. Chauffer, c'est pas très rentable, et pour ça, ils ont un petit fourneau qu'ils laissent dans la pièce à vivre, et donc ils mettent des yak sheets dans le fourneau. Ces petits yak sheets, en fait, c'est les bousses de yak qui font sécher, et c'est leur combustible principal, parce qu'en fait, à partir d'une certaine altitude, il n'y a plus de forêt. Pour le projet, il fallait absolument qu'on rencontre Nourou parce que c'est un peu comme un des big boss du village et du coup il allait pouvoir nous permettre de rencontrer les différents acteurs locaux qui sont influents à Pangboche. C'était un peu une des raisons pour lesquelles on vivait chez lui depuis notre arrivée. Sauf que cette année, la mousson elle a été vachement décalée. Au lieu de s'arrêter début septembre, elle s'est arrêtée début octobre. Ça a longuement retardé son retour du Dolaguéry. Le Dolaguéry, c'est un sommet à plus d'8000 où il faisait une expédition avec son client belge. Parce que Nourou, en plus d'avoir une lodge à Pangboche et d'être un peu un des big boss du village, c'est un guide très expérimenté au Népal. Par exemple, il a monté plus de 16 fois l'Everest et globalement tous les autres 8000 mètres. Le fait qu'il soit guide, ça nous a un peu desservi parce qu'on était à Pangboche pendant la pleine saison touristique et du coup, il était toujours parti en vadrouille à droite, à gauche avec ses clients pour faire des expéditions et du coup, nous, on était un peu laissés pour compte alors qu'on était là pour le voir lui. En attendant qu'il revienne et qu'il soit disponible, on est parti explorer les environs. Donc on a fait le mythique camp de base de l'Everest avec le Kalapatar au lever de soleil, les lacs de Gokyo avec le Gokuri au lever de soleil, les 3 cols pour Nathan, le camp de base et le camp 1 de la Madablam et enfin le camp de base de l'Island Peak. Tous ces treks, ils étaient parfois un peu durs physiquement et très sportifs, mais à chaque fois c'était dans des paysages à coupler le souffle, donc vraiment c'était génial. Ces 2 mois dans le Khumbu nous ont aussi servi pour constater la pollution plastique dans la région. Tout est là pour contenter le touriste. Les bouteilles de soda, les biscuits et la nourriture emballée. Cela engendre une grande quantité de déchets. Le SPCC, le Sagarmatha Pollution Control Committee, est un organisme qui a pour but de maintenir les chemins principaux et les base camps propres. En théorie, les déchets métalliques et le verre sont redescendus jusqu'à Lukla, puis acheminés en avion jusqu'à Katmandou pour être recyclés. En pratique, ce n'est pas toujours le cas. Certains villages, comme celui de Dingboche, s'occupent encore de leurs canettes métalliques et leurs verres et les enfouissent dans des décharges. En revanche, tous les déchets plastiques finiront par être brûlés dans des décharges s'ils ne finissent pas dans la nature. Les déchets plastiques provenant des chemins seront acheminés jusqu'à Namche Bazar pour être mis en décharge et chaque village s'occuperont eux-mêmes de brûler leurs déchets provenant essentiellement des lodges.
Tout ce temps passé dans le Khumbu nous a permis de faire plein de super belles rencontres. Donc, tout d'abord Passan, qui était notre guide sur le trek aller. Donc Passan, c'est un jeune Sherpa qui a notre âge et qui fait ses études sur Katmandou et qui revient dans le Khumbu pour aider sa mère ou pour être guide pour certains groupes de touristes pendant la saison touristique. Et il y a pas mal de jeunes Sherpas qui font comme lui. Ensuite, quand on s'est rendu à Sagamata Next, donc c'est une sorte de musée où sont exposées des œuvres d'art réalisées à partir de déchets collectés dans le Khumbu, on a pu rencontrer Tommy, donc, qui est l'initiateur de ce projet. Il a passé les 7 dernières années de sa vie à se consacrer à fond et à 100% dans ce projet. Et donc on a pu discuter avec lui et c'était super intéressant parce qu'il nous a donné plein de conseils sur la réalisation de notre projet. Il nous a expliqué les difficultés qu'il avait pu rencontrer et il nous a donné du coup des conseils pour qu'on n'ait pas à les confronter. Un autre occidental qui a un projet en lien avec le plastique dans le Khumbu, c'est Colin. Donc Colin, c'est un Écossais qui construit un lodge avec son ami Sherpa de longue date Angnuru. Donc pour ça, il a acheté une machine qui transforme le plastique en laine isolante pour justement isoler les bâtiments qu'il est en train de construire. Et donc ça, ce serait super utile parce que, comme on l'a dit, les lodges ne sont pas du tout isolés dans le Khumbu. Donc nous, cette machine, elle nous intéresse beaucoup. Donc on aurait bien aimé la voir. Malheureusement, le Népal reste le Népal. Et donc les délais de livraison, les temps d'attente ne sont pas les mêmes, c'est pas le même ordre de grandeur. Et donc on n'a pas pu la voir parce qu'elle n'était pas encore arrivée. On a rencontré plein d'autres personnes qui avaient chacune de super histoires à nous raconter, des Himalayistes comme des touristes, des Français, des Américains, des Coréens, des Espagnols, enfin plein de nationalités. Il y en a qui étaient en train de faire un tour du monde et le Népal était une étape dans les pays qu'ils visitaient. Il y en a qui ont tout plaqué parce qu'ils avaient besoin de faire un point sur leur vie, leur boulot, ils avaient besoin de voir d'autres choses. Il y en a qui étaient juste en vacances, il y en a qui étaient seuls, il y en a qui étaient entre amis, il y en a qui étaient en famille. Enfin vraiment plein de profils diversifiés et avec qui on a pu discuter et c'était vraiment incroyable. Alors tous les mois à Pangboche, il y a une collecte des déchets qui est organisée par le Women's Group. Tous les ménages doivent participer et envoyer au moins une personne pour cette collecte. Nourou, ça lui a bien aidé qu'on soit là parce qu'on a participé à cette collecte et comme ça il n'a pas eu d'amende ni d'envoyer quelqu'un. Alors c'était très marrant parce que déjà on s'est dispersé avec Chat et moi et Nathan et Cam et on ne s'est pas trop vu pendant la collecte. Et en fait ça nous a permis déjà de rencontrer d'autres personnes, discuter un petit peu. Et là on a trouvé plein de choses. On a trouvé des chaussures, beaucoup de paquets de pâtes qui sont en fait transportés par le vent, ils sont jetés comme ça et on en retrouve vraiment partout dans des buissons bien enfoncés, des drapeaux de prière, tout ça. Et donc à la fin de cette collecte, on s'est tous rejoints à la décharge pour vider nos sacs. Et donc je ne sais plus si c'est le soir ou le lendemain matin, les déchets ont été brûlés. Après un mois d'attente à se faire des faux espoirs à chaque fois que Nourou rentrait et repartait illico presto avec des clients pour faire des expéditions, il a finalement fini par nous accorder une journée dans son emploi du temps très chargé. Donc comme l'a dit Martin, le matin on a fait la collecte des déchets et l'après-midi on a eu la tant attendue réunion avec les différents acteurs locaux. Donc du coup il y avait des représentants du Youth Club, du Women's Group, du SPCC, du gouvernement local et du Parc National. La réunion elle s'est très bien passée, ils étaient tous très contents et semblaient intéressés par les machines et surtout par ce qu'elles peuvent produire. Ensuite ils nous ont montré la parcelle qu'ils vont nous donner pour construire notre local. Alors pour l'instant c'est qu'un champ de patates, mais c'est un champ de patates qui est plat et dont l'accès est déjà tracé, donc du coup c'est parfait pour nous. Pour ce qui est du bâtiment, on est grandement aidé par les architectes de Kersha School. Et du coup, sur leurs conseils, le lendemain et le surlendemain, on est retourné à la parcelle pour faire plein de photos et plein de mesures pour pouvoir faire un premier plan du bâtiment. Alors, c'était clairement fait avec les moyens du bord, parce qu'on n'est pas des géomètres, donc c'était très approximatif. Début novembre, il est maintenant temps pour nous de quitter le Khumbu pour Katmandou. Mais avant ça, on va gravir le Merapic et ses 6470 mètres, sous un vent à faire s'envoler les tentes, littéralement. I camp. Hier soir, il y a 4 tentes qui se sont envolées. Est-ce qu'on va battre le record cette nuit? Une salade. Martin, un petit avis sur la montée jusqu'ici?
mon sac de trail, les chaussures de trail. Tu vas au frais, tu brises, oh, ça caille sa mère. Hein. Ça nous faisait une dernière aventure mémorable avant le retour en Jeep, tout aussi mémorable. On passe en mode 4x4 parce que c'est raide devant. Et on vient de tout là-bas au fond. On va dire précisément, mais on en vient. Maintenant, place à la seconde partie du voyage. 2 mois sur Katmandou à travailler sur les machines.